Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui nous semble évident, mais qui a une histoire incroyable, le zéro. Comment est-ce qu'un symbole pour le rien a pu devenir aussi fondamental en maths, en économie et même en cosmologie? Alors pour explorer ça, on s'appuie sur un rapport expert qui détaille tout son parcours, son histoire épistémologique on va dire, et pratique. Notre but, comprendre comment ce signe, qui était au départ juste un petit marqueur, a pu révolutionner notre façon de compter, de calculer et de voir l'univers. Ok, alors on déballe ça. Comment les Babyloniens par exemple, y s'en servaient sans même le voir comme un nombre? Apparemment oui, tout commence par un besoin très concret. À Babylone, vers le 3e siècle avant notre ère, ils comptaient en base 60. Un peu bizarre pour nous, mais bon, oui, c'est ça. Et pour distinguer, disons, un nombre comme 3601 d'un autre comme 61, qui pouvait s'écrire de façon similaire dans leur système, ils utilisaient un symbole spécial, un genre de double chevron ou parfois juste un espace vide. Ah d'accord. Juste pour marquer la place, quoi. Pour dire, ici, il n'y a pas de soixantaine, par exemple. Exactement, c'était purement positionnel. Mais attention, ce n'était pas un nombre avec lequel on pouvait calculer, c'était juste un prou si on veut. D'ailleurs, son utilisation n'était même pas systématique au début. Et les Mayas aussi, j'ai lu ça quelque part. Tout à fait. Eux, ils ont inventé un concept similaire, indépendamment, avec un symbole qui ressemblait un peu à un coquillage. C'était crucial pour leur calendrier qui était très sophistiqué. Donc, la première utilité du zéro, finalement, c'était juste pour que les nombres soient plus clairs à lire, pour éviter les erreurs. C'est exactement ça. La première valeur du zéro, c'était la clarté, pas encore la puissance de calcul. D'accord. Mais alors, quand est-ce que ça bascule? Quand est-ce que ça devient un vrai nombre? Alors ça, le grand tournant, ça se passe en Inde. Il faut dire que le contexte philosophique était différent. En Grèce antique, il y avait un peu cette peur du vide, l'aurore vacui. Ouais. Alors qu'en Inde, il y avait le concept de sunyata, la vacuité. C'était une notion philosophique importante, pas forcément vue comme un néant effrayant. Et c'est dans ce terreau fertile, on va dire, que Brahmagupta, au 7e siècle, va faire un pas décisif. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Brahmagupta? Il définit le zéro, shunya en sanskrit, qui veut dire vide aussi d'ailleurs, mais il le définit comme un nombre. Et surtout, il donne des règles pour calculer avec. Un nombre, ça fait le nombre. 0 fois un nombre, ça fait 0. Et même 0 fois 0, ça fait 0. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire. J'imagine. Ça ouvre quelle porte, mathématiquement? Énormément. Le zéro devient ce qu'on appelle l'élément neutre pour l'addition. C'est un pilier. Ça permet de penser la symétrie autour de 0. Et ça ouvre la voie aux nombres négatifs, à l'algèbre moderne en fait. Fascinant. Et comment cette idée géniale voyage ensuite? J'imagine que ça ne s'est pas fait en un jour. Non, bien sûr, ça passe beaucoup par le monde arabo-musulman. Le grand savant Al-Khwarizmi, au 9e siècle, l'intègre dans ses travaux. C'est d'ailleurs lui qui traduit shunya par sifre, qui veut dire vide en arabe. Sifre, qui a donné chiffre et zéro en français, c'est ça? Précisément. Mais l'arrivée en Europe, elle, est plus compliquée. Ah oui? Il n'était pas convaincu. Pas vraiment au début. Il y avait cet héritage grec, cette méfiance envers le vide. C'est assez frappant. Un des premiers manuscrits européens qui présente les chiffres arabes, le Codex Vigilanus, vers 975, il les montre tous, sauf le zéro. Ils l'ont juste oublié ou ignoré. Incroyable. Mais il n'y avait pas que des raisons philosophiques, ainsi. J'ai lu une histoire étonnante à Florence. Ah oui, l'interdiction de Florence en 1299, c'est très intéressant parce que ça montre une résistance très pragmatique. Les autorités commerciales de la ville interdisent l'usage des chiffres indo-arabes, et donc du zéro, dans les livres de compte. Et pourquoi donc? Par peur de la fraude. Ils trouvaient qu'il était trop facile de transformer un 1 en 10 ou un 100 en 1000 juste en ajoutant un 0 à la fin. Avec les chiffres romains ou la BAC, ça leur semblait plus sûr. Une sorte de mesure anti-fraude avant l'heure, c'est fou. Alors quand est-ce que le zéro gagne enfin ses lettres de noble en Europe? Il s'impose progressivement, mais le vrai moment clé, c'est le XVIIe siècle avec le développement du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz. Là, ça devient juste indispensable. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Le calcul infinitésimal, c'est l'outil pour décrire le changement, le mouvement, les choses qui varient continuellement. Pour ça, on a besoin de parler de quantités qui deviennent infiniment petites, qui tendent vers zéro. La notion de limite est centrale.
D'accord, je vois. Sans le zéro comme concept, comme point de référence, comme limite possible, tout cet édifice mathématique, qui est à la base la physique classique, ne tient pas debout. Et aujourd'hui, ce zéro, quelle est sa place? Toujours aussi centrale, j'imagine. Oh oui, plus que jamais, mais il pose aussi de nouvelles questions. En cosmologie, par exemple, on parle souvent du Big Bang comme l'instant t égale zéro, le commencement absolu. Le début de tout. Elle donne des résultats infinis, des absurdités. Donc l'origine même de l'univers, ce t égale zéro, reste une énigme, une limite de notre compréhension actuelle. Le zéro marque ici les frontières de notre savoir. C'est fascinant. Donc, si on résume cette folle aventure, le zéro, parti de rien, ou plutôt d'un simple espace vide à Babylone, est devenu la clé de voûte de nos maths, de notre physique, après avoir été carrément interdit par des marchands. C'est exactement ça. Il a résolu des problèmes très concrets d'écriture, il a structuré toutes nos mathématiques modernes, et aujourd'hui, il nous pousse encore dans nos retranchements quand on essaie de comprendre l'univers à ses extrêmes limites. Son histoire montre bien comment la logique, la philosophie et les besoins pratiques s'entremêlent pour faire avancer la pensée. Et ça laisse une question en suspens peut-être. Si passer du rien à un nombre a été si compliqué, si ça a nécessité un tel effort intellectuel et suscité tant de résistance, quelles autres choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui cachent peut-être des complexités similaires, des évidences qui attendent juste leur Brahmagupta pour être comprises différemment et peut-être tout changer à nouveau.